Bon, bah alors écoutez, on va commencer. Donc, bienvenue à cette conférence midi. Pour ceux qui ne sauraient pas, mon nom c'est Jacques Ledan et je suis professeur-chercheur ici au centre UCS de l'INRS. Et je suis cette année l'organisateur des conférences midi du laboratoire d'études de la population. Cette conférence, comme les précédentes, est en visioconférence et nous voyons donc là sur l'écran que on a au moins un certain nombre de personnes qui participent depuis le SIX. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Pierre Doré et puis Benoît Laplante. Alors, j'aime bien toujours situer un peu les personnes. Et donc, Pierre Doré, à ma droite, détient un doctorat en économie et sociologie du travail de l'Université d'Aix-Marseille. Il est professeur titulaire au département de sociaux de l'UQAM et il est le directeur du CIRT. Je ne sais pas dire ce que c'est, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Et les sciences et la technologie. Et puis, ses champs de spécialisation, ce sont carrière et les conditions de vie des étudiants, la régulation et les changements de politique en éducation, et il s'intéresse également à l'éducation des adultes. Quant à Benoît Laplante, plus loin sur ma droite, il détient un PhD en sociologie de l'UDEM et il est entré à l'INRS il y a un certain temps par le biais de l'ex-IQRC où il a été un post-doctorant, je crois. Comment? Jamais de la CNU, j'étais chercheur régulier. Ah bon, ok, change ton site internet. Okay. Alors, toi, tu t'intéresses à la conjugalité, à la fécondité, le passage à la vie adulte, et bien sûr, tous les deux, ils s'intéressent aux études postsecondaires, et donc aujourd'hui, ils vont nous présenter un duo, une conférence midi qui traite de l'abandon au collège et à l'université. Alors, je vous laisse la parole. Vous avez à peu près 50 minutes, jusqu'à vers 1h20, 25. Ce qui nous laissera une vingtaine de minutes pour les périodes de questions, parce qu'on voudrait terminer à 13h45. Parfait, voilà. Merci beaucoup, Gérard. D'abord, merci de nous avoir invités et de nous permettre de présenter un des résultats de recherche d'une enquête et d'une recherche qu'on avait effectuée au cours des années sur la question des parcours étudiants et des transitions dans l'enseignement postsecondaire. Juste pour rappeler un peu quelques éléments de contexte, c'était donc une équipe de recherche on avait amorcé les travaux en 2006. Ces travaux-là avaient été financés par la défunte Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire, qui, comme plusieurs d'entre vous doivent le savoir, a été éliminée par notre gouvernement actuel. Elle avait probablement trop de terre originale ou originelle pour perdurer dans un gouvernement conservateur. Donc, l'idée générale de la recherche, c'est d'examiner d'un point de vue longitudinal les questions essentiellement de réussite scolaire, de persévérance et d'accès aux études dans l'enseignement postsecondaire. Et quand on pense à l'enseignement postsecondaire au Québec en particulier, on pense évidemment au cégep et à l'université, mais il faut aussi se souvenir et se rappeler qu'il existe aussi des collèges, des community colleges dans la plupart des provinces canadiennes et en plus des universités. L'autre élément qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut se rappeler, les systèmes éducatifs entre les 10 provinces sont un peu différents l'un de l'autre. Donc, on est obligé à un moment donné de faire quelques petites pirouettes. Donc, voilà un peu pour ce qui est du contexte général. Le thème, on va le décliner selon le plan suivant. D'une part, on va quelques éléments d'introduction pour poursuivre. Des éléments de problématique, on va présenter la méthodologie, les résultats, on va faire quelques constats et présenter quelques pistes interprétatives. L'objectif, comme je vous disais, c'était de travailler
dans des démarches longitudinales sur l'accès et la persévérance. C'était en fait une approche ou une démarche qui, au moins en sociologie, était peu utilisée finalement au Canada, puis encore moins au Québec. On voulait effectivement explorer cette question parce que, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres des raisons académiques, on voyait bien qu'en quelque part, ces questions-là pouvaient être intéressantes à être traitées en termes de parcours et donc de démarche longitudinale. Quand on dit encore cette semaine, les journaux ont fait état, par exemple, du fait que le décrochage scolaire pouvait, dans certains cas, être prévu, ou en tout cas à partir de la première année du primaire. On voit très bien qu'en quelque part que regarder la situation à un moment très précis dans une démarche transversale est un peu limitatif. Et il est bon d'aller voir ce qui se passe en amont. Puis en même temps, on sait aussi que l'aval, c'est-à-dire les aspirations scolaires, les projets scolaires ont aussi une influence. Donc, c'est un peu l'idée générale de la démarche longitudinale. L'intérêt généraux aussi par rapport aux thèmes qu'on a étudiés, qu'on présente aujourd'hui, c'est que les travaux de recherche sur la question de l'effet en fait, du travail salarié des étudiants sur les études sont essentiellement des transversaux et donc on examine la situation à un moment donné de l'expérience scolaire et ce qui ne permet pas en quelque sorte d'analyser les ajustements puis les stratégies que les étudiants peuvent faire selon leur parcours purement scolaire. On va travailler moins pour plus consacrer d'heures aux études ou au contraire, mes études vont bien, je vais pouvoir travailler plus longtemps. Donc, l'idée, c'est de se dire que c'est un thème qui pouvait être intéressant à être regardé de façon longitudinale. Deuxième élément d'intérêt, c'est que souvent, les travaux sont fondés sur des échantillons partiels ou localisés. On a des échantillons pour un cégep, on a des échantillons pour quelques cégeps ou pour une université ou quelques universités, mais on a rarement des échantillons représentatifs de la population globale universitaire ou des étudiants de l'enseignement postsecondaire. Donc, le fait de travailler avec l'enquête avec laquelle on a travaillé permettait justement de dépasser ces limites de situations qui peuvent être très localisées. Il y a aussi, on remarque aussi des résultats divergents ou voire des différents dans certains cas. Il n'y a pas d'effet sur les études, il y a des effets sur les études. Donc, on se disait qu'avec un échantillon un peu plus gros, qu'on pouvait peut-être statuer de façon un peu précise. Et il y avait un dernier élément sur lequel je vais revenir, c'est des résultats contre-intuitifs qu'on peut symboliser ou qu'on peut résumer avec l'idée de la courbe en U. La courbe en U, c'est, on s'aperçoit que les sorties de programme ou les sorties du système éducatif se font plus nombreux quand les étudiants ne travaillent pas ou peu, ou se font plus nombreux quand les étudiants travaillent de nombreuses heures, donc à la limite aux deux bouts du spectre. Et alors que les étudiants qui travaillent en moyenne un nombre d'heures autour de 10-15 heures, eux, la probabilité d'abandonner ou de sortir du système scolaire ou de sortir du programme est plus limitée. Donc, il y avait tous ces aspects-là qui nous intéressaient. Donc, au niveau de la problématique sociale, ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'une part, on est dans un contexte où les questions de persévérance et les questions de réussite sont un mot d'ordre de l'action éducative, en tout cas de l'action publique en éducation, que ce soit l'action gouvernementale à travers les politiques publiques, au moins depuis 1991 pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement postsecondaire, les cégeps et les universités au Québec en tout cas, c'est autour des années 2000
le ministre de l'époque qui avait introduit ces questions de persévérance et de réussite dans les cégeps et qui avait institutionnalisé cette problématique-là, s'appelait François Legault. D'ailleurs, il s'appelle toujours François Legault. Ça, c'est un premier élément, je pense qu'il faut réaliser, c'est que dans l'enjeu politique, c'est un élément important. Deuxième élément de problématique, c'est que très rapidement, au fur et à mesure que les jeunes et les moins jeunes étudiants étudiaient et travaillaient surtout, ils travaillaient non pas uniquement l'été, mais durant l'année scolaire aussi, très rapidement, le travail salarié a été vu comme un facteur de fragilisation des études. D'une part, ça détourne l'attention, nous disait-on, puis les acteurs nous disaient, ça détourne l'attention des jeunes des études, donc ils n'ont pas rien comme préoccupation en quelque sorte, leur occupation principale qui serait d'être étudiant. Et d'autre part, ça serait un élément qui réduirait les résultats scolaires. Si on étudie moins, on va moins réussir aux résultats scolaires. Donc ça, c'est un peu le discours public et le discours de sens commun là, qui a rapidement émergé dans le système éducatif sur cette question-là. Puis en même temps, on voit bien que la réalité a été un peu plus compliquée que cela. Sur le plan théorique, la recherche transition avec laquelle on travaillait, dans le fond, a construit une problématique générale qui faisait en fait la question de l'accès, de la persévérance et de la réussite. Un élément qui pouvait se construire ou s'analyser à travers le concept de parcours et donc de revenir en quelque sorte sur une idée du longitudinal. Et à ce moment-là, les parcours, on les a définis à travers 4 dimensions analytiques. La première dimension, c'est les transactions qui se construisent, qui s'établissent entre l'individu avec ses caractéristiques sociales, économiques et culturelles, d'une part, et l'institution scolaire avec ses ressources et ses contraintes. Cet axe analytique, quand on fait l'analyse, quand on reprend l'analyse des notions de parcours, de carrière ou de trajectoire, on voit que la plupart des théories la reprennent de façon systématique, même si ce n'est pas nécessairement de la même façon d'une théorie à l'autre. Le deuxième axe, c'est les articulations entre les événements et les situations, entre ce qu'on pourrait appeler les dimensions objectives ou objectivantes des situations et le sens que les acteurs, le sens que les étudiants donnent à l'expérience scolaire. Pour expliquer cette perspective qui est très interactionniste, en fait, c'est de dire, pour certains étudiants et étudiantes, couler un cours, échouer un examen, c'est une manière, en quelque sorte, de se relancer et de développer des stratégies d'ajustement pour retrouver une réussite relative. Alors que pour d'autres, c'est plutôt un événement, c'est une épreuve vécue dans la souffrance et qui démobilise en quelque sorte les étudiants. On voit bien que la même situation objective, entre guillemets, peut prendre des sens différents selon les individus. Donc l'idée, c'était aussi de retenir ces dimensions-là. Troisième élément, le troisième axe, c'est les transactions entre expériences scolaires et les expériences extrascolaires. Les étudiants ne vivent pas leur situation à l'école en vase clos. L'université va être considérée par certains comme une tour d'ivoire. Cette tour d'ivoire-là des portes vers l'extérieur. Et cet extérieur rentre par toutes les fenêtres et toutes les portes et influence de façon importante la vie et l'expérience scolaire des étudiants. Et là, c'est vrai au secondaire, au collégial, à l'université, au doctorat. Et quatrième élément, c'était d'élargir les parcours éducatifs à des temporalités plus grandes en tenant compte des héritages, d'une part, et des anticipations et des projets. Dans ce cadre-là, l'analyse qu'on propose des liens entre éducation, situation éducative et travail salarié durant les études
s'inscrit en quelque sorte dans l'axe 3, où il s'agissait de voir jusqu'à quel point une expérience extrascolaire pouvait avoir ou non une influence sur les parcours scolaires et l'expérience scolaire comme telle. Qu'est-ce qu'on sait du travail salarié au cours des études? Et donc, quel est un peu l'état des lieux quand on a fait ce travail-là? D'une part, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qu'on a étudié, c'est l'intensité du travail salarié. À ce titre, on s'aperçoit que les étudiants travaillent sont de plus en plus nombreux à travailler dans le temps. On est passé de quelques dizaines de pourcents d'étudiants qui travaillaient à la fin des années 70 à aujourd'hui, grosso modo, 7 étudiants sur 10 qui ont un emploi à temps partiel durant les études. Il y a une variabilité selon les sociétés, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a une intensité équivalente selon le sexe. Il y a des différences d'intensité selon qu'on est au secondaire, au collégial ou à l'université. Et donc selon l'âge, en quelque sorte, des jeunes et des moins jeunes. Dans le cas, les étudiants du secondaire ou les élèves du secondaire travaillent moins. Ça augmente au collégial et ça augmente aussi à l'université. On sait qu'au plan de la nature du travail, c'est les étudiants travaillent à temps partiel, que la nature du travail va changer selon le niveau d'enseignement. Au secondaire, on a à penser à une certaine époque aux élèves qui étaient camelots, qui distribuaient les journaux, ou aux filles qui faisaient du babysitting chez le voisin ou la voisine. Donc, c'est pour aller dans les stéréotypes les plus classiques. Globalement, ce qu'on sait aussi, c'est que les emplois occupés, c'est des emplois dans le commerce et la restauration, ce que certains ont appelé des McJobs ou des jobs provigo. Comme tel. L'autre élément aussi, ce qu'on sait sur le travail salarié, c'est les motifs. On sait très bien qu'il y a des motifs, là je vais tout de suite, je vais m'arrêter tout de suite, je vais revenir avec un tableau. Je disais tout à l'heure qu'il y avait une variabilité selon les sociétés, selon les contextes. Vous retrouvez ici, en fait, le taux d'activité des jeunes selon l'âge. En France et au Québec, entre 1976 et 2008, vous voyez très bien que, par exemple, le taux d'emploi est beaucoup plus élevé en général au Québec, surtout dans la cohorte des 15-19 ans, qu'en France. Alors qu'en France, même dans la cohorte des V24, on s'aperçoit que les étudiants travaillent moins, ou en tout cas les jeunes sont proportionnellement moins à travailler que les Québécois. Et ça depuis maintenant le début des années 80 comme tel. La variabilité du taux d'emploi se fait sentir aussi entre les provinces au Canada. Il y a un article qui vient d'être publié récemment là, par l'Institut de la statistique du Québec qui montre le taux d'emploi chez les jeunes à temps complet pendant les mois d'études selon la province. J'ai choisi quelques provinces, je n'ai pas pris les 10 provinces. On voit que dans l'ensemble, c'est au Québec que le taux d'emploi chez les étudiants est le plus élevé, et entre autres chez les étudiants à temps complet. Et se maintient au cours des années, alors que, par exemple, en Ontario, en Colombie-Britannique, il y a une certaine tendance à diminuer. Les motifs de travail, en tout cas chez les cégepiens, dans des études récentes, ce que ça montre, c'est que, essentiellement, il y a des motifs qui sont de l'ordre économique, d'une certaine manière. Les premières raisons sont à ce titre-là. Accroître mon autonomie. Puis peu importe là, comment on le prend, là, en tout cas sur certaines recherches qui ont été faites, que ce soit la raison première, la raison la plus importante et tout, on voit effectivement que pour accroître mon autonomie financière, c'est la raison la plus élevée.
et ça quelles que soient les enquêtes qu'on a utilisées, pour développer mon sens de responsabilité, pour me payer plus de confort. On voit aussi que c'est des éléments qui sont liés à l'économie. Mais en même temps, au-delà de l'économie, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que c'est aussi lié à ce qu'on peut appeler le processus d'entrée dans la vie adulte, où il s'agit d'une part d'acquérir ce qu'on pourrait appeler des dispositions, des attributs qui sont associés à l'âge adulte, c'est-à-dire l'autonomie financière, la capacité de gérer un budget, d'avoir une certaine indépendance par rapport aux parents et se rentrer dans le marché de la consommation de façon plus importante. Et on voit très bien que les éléments plus sociaux relevant de la sociabilité sont nettement plus faibles que les éléments relevant plus là, de la question financière ou de la question de l'entrée dans la vie adulte, mais vu du point de vue économique. Ce que la recherche montre sur les effets du travail salarié, sur la scolarisation, c'est grosso modo, puis en général, ce qu'on remarque, c'est que le discours de sens commun tenu par les acteurs ne tient pas vraiment. Il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs. Ça aurait un effet sur la durée des études, dans la mesure où les étudiants prolongent leurs études. Donc, au lieu de faire le cégep en 2 ans, ils vont le faire en 2 ans et demi. C'est un exemple. Ils vont faire les formations techniques au cégep en 3 ans et demi, 4 ans, au lieu de le faire en 3 ans. Donc, c'est un des premiers éléments. Au niveau des résultats scolaires, il y a peu d'effets. Mais en même temps, il y a, au-delà des résultats scolaires, il peut y avoir des effets sur la question de la capacité de travail, entre autres travail individuel. La conciliation travail-études est très variable. Et on note aussi, dans bien des cas, une réduction du temps de travail scolaire comme tel. Et il faut dire que dans certains cas, les employeurs, par exemple, entre autres en décembre, dans le commerce, vont intensifier le travail salarié au moment même où il y a les examens du premier semestre dans les institutions scolaires, que ce soit à l'université ou au cégep. Au niveau de l'orientation, on voit des éléments positifs parce que ça aiderait le choix de programme. Il y a un désengagement, une inattention en classe qui est plus soulevée. Et il y a souvent des comportements extrascolaires non voulus, entre autres la fatigue et le stress. Et donc, il y a de plus en plus d'étudiants ou d'étudiantes qui ont les bras croisés sur leur bureau et la tête sur leurs bras pour écouter de façon très attentive le professeur. L'autre élément, c'est ce qu'on constate, c'est des effets variables selon le type d'emploi et surtout selon l'intensité ou le nombre d'heures de travail. Et comme je vous disais, c'est la courbe en U. Or, la courbe en U est intéressante parce qu'on peut envisager le fait que, d'une part, il y a des ajustements et d'autre part, il y a en cours de route et que, d'autre part, ça peut être les études qui causent l'intensité du travail, non pas l'intensité du travail, que des causes sur le travail. Si j'ai des problèmes scolaires, je vais peut-être réduire mon temps de travail, mais en même temps, si j'ai des difficultés scolaires et que peu à peu je me désengage de l'école et du cursus scolaire, ça se peut fort bien que je décide de travailler davantage. Et donc, en quelque part, on peut se demander quel est le sens de la causalité. Et c'est un peu cette question-là, dans le fond, qui nous fait dire que si on veut examiner la situation, non pas à un temps donné, mais au cours du parcours, pour voir des éléments d'influence et d'ajustement, ça devient intéressant et important à ce moment-là de travailler de façon longitudinale. Et donc, on arrive à l'analyse empirique et je laisse la parole à mon collègue Benoît. Vous me laissez la place. Voilà. Le contrôle est là. Oui. Donc, l'analyse empirique. Alors, le but de la chose, concrètement, était d'examiner de manière longitudinale, parce que c'était ça l'intérêt, l'effet de l'emploi salarié sur l'abandon du premier programme universitaire.
Donc là, la définition est assez concrète. Et donc, on choisissait dans cette étude-là de se concentrer sur un aspect possible de la causalité, véritablement l'effet du travail sur l'abandon. Il y a un petit problème de définition qui se posait dès le départ. Je présentais les données tout à l'heure, il faut toujours faire un choix dans l'ordre, mais dans les données qu'on a, l'abandon n'est pas défini d'une manière stricte, tout simplement parce que les gens peuvent reprendre les études après un certain temps, après être sortis d'un programme sans diplôme, et donc on n'est jamais absolument certain de ce qu'on étudie. On a quand même décidé, parce que c'était la seule chose qui était faisable, de considérer comme un abandon la sortie du programme sans avoir obtenu le diplôme et sans être retourné dans ce programme-là au cours de la période étudiée. Il n'y avait pas véritablement d'autre manière de régler ce problème. Les facteurs auxquels on s'est intéressé, je vais les présenter en deux temps. Simplement donner les noms tout d'abord et ensuite le détail de ce que c'est. Le travail et les caractéristiques de l'emploi. Les appartenances sociales, donc le sexe, le capital scolaire des parents, je vais revenir là-dessus, la langue maternelle, l'appartenance aux minorités visibles, les conditions de vie, avoir emprunté pour étudier, vivre ou non chez ses parents, être soi-même parent, et le régime d'études. Les données. Nous avons utilisé les données de l'enquête auprès des jeunes en transition, les GET. C'est une enquête longitudinale, c'était faite auprès d'un échantillon de jeunes qui avaient entre 18 et 20 ans en décembre 1999. Pour les gens qui connaissent les GET, c'est donc la cohorte B. L'analyse que nous avons faite a utilisé les données des 4 premiers cycles parce que c'est ce qui était disponible au moment où nous avons réalisé l'enquête. Ça porte sur une période de 7 ans, ça permet de suivre les gens pendant 7 ans, entre 1999 et 2005. La population étudiée, c'est celle des jeunes Canadiens qui étaient inscrits ou qui ont été inscrits à l'université à temps plein ou à temps partiel au cours de la période. Et je devrais préciser, et qui en étaient à leur premier programme, parce que c'est comme ça qu'on avait décidé de définir notre univers, leur premier programme universitaire. Il y a des gens qui, au cours de la période, en étaient déjà à leur deuxième, mais ça aurait créé de l'hétérogénéité un peu difficile à étudier. On s'en est tenu à la première inscription, au premier programme dans lequel les gens étaient inscrits à l'université. Stratégie d'analyse, on avait de bonnes raisons d'étudier séparément les hommes et les femmes et on l'a fait. Stratégie d'analyse, j'aurais peut-être pu écrire déjà limite. C'est une étude pan-canadienne dans laquelle on a, qui est d'une certaine taille, mais dans laquelle on atteint assez rapidement les limites de la puissance de l'échantillon quand on veut contrôler trop de choses. Et comme il n'était pas possible de stratifier par province, et malgré que, idéalement, ça aurait été nécessaire, et que par ailleurs, ajouter la province dans les équations ne change absolument rien aux résultats, pour l'estimation ou aux coefficients qui sont estimés dans les modèles, on a laissé la province de côté, même si, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ce n'est pas absolument idéal. L'approche statistique. On a utilisé un modèle de risque, en fait le modèle de Cox, pour ceux qui connaissent. Je connais un certain nombre de gens dans la salle, je sais que là, les prochaines minutes, je pourrais m'en passer, mais je ne connais pas tout le monde dans la salle, donc on va prendre quand même 2 minutes pour présenter ce que font ce genre de modèle, pour que les gens qui ne les connaissent pas déjà puissent suivre les résultats. Alors, dans un modèle de risque, la variable dépendante, c'est ce qu'on appelle le risque instantané, c'est-à-dire la probabilité à un moment donné de passer de l'état d'origine à l'état de destination, dans ce cas-ci, être aux études et abandonner son programme, si on ne l'a pas déjà fait au cours des moments qui précèdent depuis qu'on est à risque. J'essaie de faire ça simple en ayant du vocabulaire techniquement correct, là, je suis en train de m'enfarger. L'idée est la suivante. Vous êtes aux études à partir d'un certain moment, vous êtes rentré dans votre programme en septembre d'une certaine année. À partir du moment où vous êtes inscrit dans ce programme-là, bien sûr, vous êtes là pour le réussir, mais vous êtes à risque de l'abandonner pour les fins de notre analyse. Et donc, ce sur quoi on se concentre, c'est sur la probabilité de l'abandonner à chaque instant, au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre, dans la mesure où on ne l'a pas abandonné au cours du trimestre précédent. C'est ça essentiellement ce qu'on utilise. Alors, le modèle permet d'estimer les effets des variables indépendantes sur le risque d'abandon. Les coefficients qu'on va commenter tout à l'heure sont techniquement des rapports de risque
ou des risques relatifs, ça dépend des auteurs, pure question de vocabulaire. Ça s'interprète d'une manière analogue au coefficient d'une régression logistique. Donc, si c'est entre 0 et 1, ça réduit le risque, non pas la probabilité, mais ici le risque. Si c'est supérieur à 1, ça augmente le risque. Et si ça vaut 1, ben, ça ne change pas le risque. L'événement qui nous intéresse, parce que c'est ça qui est au cœur c'est le risque de changer d'état, le risque d'un événement, ben c'est le changement d'état, c'est le passage du fait d'être aux études à celui d'avoir abandonné. Techniquement, l'épisode se termine lorsque l'étudiant obtient le diplôme. Et donc là, pour nous, ce n'est pas un événement, c'est tout simplement que les choses se sont déroulées normalement. Quitte sans diplôme, alors là, c'est la chose qui nous intéresse. Ou bien en décembre 2005, évidemment, les gens sont plus à risque parce que on n'a plus de données tout simplement, mais ils n'ont pas abandonné. On les retire là, simplement de l'étude. La définition du programme universitaire nous posait un problème parce que, comme le disait Pierre tout à l'heure, les systèmes d'éducation sont différents d'une province à l'autre. Il y a deux grandes différences, si on veut. Là, il y a le Québec, il y a le cégep général qui précède l'université et où là, il fallait faire des ajustements. Un autre petit problème, c'est qu'il existe des programmes en dehors du Québec qui sont officiellement de niveau collégial, mais qui durent 4 ans et qui donnent un diplôme qui s'appelle un baccalauréat. Alors là, encore une fois, il fallait faire des ajustements. On est arrivé à une solution qu'on croit à peu près cohérente et qui fait qu'on pense parler de choses comparables entre les provinces. Pour arriver à faire l'étude en question, il faut reconstruire les épisodes d'études universitaires dans un premier programme. On a réussi à le faire au mois près avec les données de l'enquête sur les jeunes en transition, parce qu'on a la date du début du programme et la date du fin du programme au mois et l'année. L'information qu'on a dans les données de l'enquête, c'est le dernier statut au programme dans le jargon de l'EGET. Il y a beaucoup de jargon dans l'EGET. On a 3 statuts, diplômé, donc là on est certain que la personne n'a pas abandonné. Sortant sans diplôme, c'est ce qui pour nous équivaut à l'abandon. Dans le jargon de l'EGET, les persévérants sont des gens qui sont encore aux études au moment où se termine l'information. Pour nous, ben, c'est le cas des gens là, qui sont encore aux études en 2005. Ces gens-là ne sont pas des gens qui abandonnent, ce sont des gens qui sont encore aux études et on en tient compte dans le modèle. Pour les diplômes, qu'on les ait ou pas, pour les programmes, pour suivre les gens dans leur programme, les données de l'EGET nous permettent de travailler au mois près. Pour nos variables indépendantes, c'est un peu plus compliqué. La datation varie selon la chose qui est mesurée. Alors, comme je viens de le dire, on a la date du début à la fin. Pour l'événement qui nous intéresse, ça va bien. On a la date au début et à la fin au mois près. Pour les emplois, on a aussi la date du début et la date de fin au mois près. C'est bon. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que le revenu tiré de l'emploi et le nombre d'heures de travail par semaine sont mesurés au début et à la fin de l'emploi. On ne les a donc pas vraiment au mois. Et il faut donc essayer de deviner, quand on construit les données pour l'analyse, le moment où les valeurs de ces deux mesures-là, de chaque emploi, ont changé. Encore une fois, là, ça a été un peu un travail artisanal. Ce qui nous intéresse, c'est pas... en fait, c'est l'intensité du travail et les caractéristiques de l'emploi. Lorsque les personnes ont plus qu'un emploi en même temps au cours du même mois, il a fallu encore une fois essayer de déterminer quelles étaient les caractéristiques les plus importantes. Encore une fois, il a fallu inventer des règles pour arriver à caractériser l'intensité du travail à partir d'informations obtenues des différents emplois. Bon, après cette question, ce petit passage sur la préparation des données, qui est la partie finalement la plus complexe, la plus compliquée, lorsqu'on travaille avec ce genre de base de données. On va parler un peu des variables elles-mêmes. Une des choses qui était un petit problème au départ, c'est qu'on peut concevoir et mesurer de différentes manières l'intensité du travail en cours d'études.
on avait au moins 3 informations, 3 manières de concevoir ça. Avoir un emploi ou pas en avoir. Le nombre des emplois concurrents et le nombre total d'heures de travail par semaine. Comme vous allez voir tout à l'heure, on a utilisé les 3 manières de concevoir l'intensité du travail successivement. Je vous le dis tout de suite, les résultats qualitatifs, l'interprétation qu'on peut en faire, sont similaires dans les 3 cas. On a aussi d'autres variables indépendantes qui sont plus pour nous secondaires dans la structure de notre analyse. La chose centrale, c'est véritablement le travail et son intensité. Donc, il y a la catégorie de travailleurs, employés ou travailleurs autonomes, et on a bien entendu les cas particuliers où les gens ayant plus qu'un emploi à un moment donné peuvent avoir 2 statuts. Donc, on est tout simplement placé dans une 3e catégorie, une 3e modalité des gens qui avaient 2 statuts en même temps. Est-ce que l'emploi est permanent ou non? Ça nous donne une idée de l'intensité, pas de l'intensité de l'emploi, mais du sérieux de l'emploi, si on veut, pour la personne qui l'occupe. Le niveau de compétence, au sens là, que ça a au Canada, c'est cette information qu'on peut déduire des codes de classification nationale des professions et qui est essentiellement une sorte de hiérarchie à la fois organisationnelle et des niveaux de formation. Donc les emplois de gestion, les emplois professionnels, les emplois techniques ou paraprofessionnels, intermédiaires, et puis les choses qui demandent plus de formation, les postes élémentaires. On s'est aperçu, en fait, en faisant l'analyse, que ce qui avait un effet sur l'abandon, ce n'était pas les caractéristiques, ce n'était pas la situation de l'emploi d'un côté et le revenu de l'autre. L'effet de ces 2 choses-là, et je vais revenir un peu plus tard là-dessus sur ce que ça signifie, est en fait combiné. Si on veut arriver à avoir quelque chose qui se tient, il faut tenir compte des 2 en même temps. Et on a donc combiné les 2 variables pour en créer une 3e, qui est 6 modalités. Un emploi permanent à revenu faible, moyen ou élevé, ou bien un emploi non permanent à revenu faible, moyen ou élevé. Et on s'est aperçu que c'est ça véritablement qui était le plus parlant. Autre facteur, cette fois-ci, les appartenances sociales et conditions de vie, je les avais déjà annoncées. Une chose à laquelle Pierre tient énormément, qui est le capital scolaire des étudiants, c'est-à-dire si oui ou non. Le ministre de l'Éducation aussi. Oui, effectivement, puisqu'il était question de faire varier le financement des universités en fonction de ça. C'est un truc. Et de toute façon, on a d'autres travaux en cours qui montrent que c'est fondamental. La reproduction sociale, quand il s'agit d'accès à l'université, joue un rôle beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer a priori. Donc, est-ce que oui ou non, on a des parents qui ont fait des études postsecondaires? Est-ce qu'on est un étudiant de première génération, c'est-à-dire dont les parents n'ont jamais fait d'études postsecondaires? Si on ne l'est pas, est-ce que le plus haut diplôme d'un des 2 parents est de niveau collégial ou bien postsecondaire de l'universitaire en dehors du Québec? Ou bien est-ce qu'il est de niveau universitaire? Est-ce qu'on appartient à une minorité visible, la langue maternelle, l'anglais, le français, une autre? Le lieu de résidence, on s'en est servi, mais modérément, disons, pas dans tous les modèles. Le régime d'études, temps complet, temps partiel. Le fait d'être soi-même parent, c'est quand on imagine ce que ça peut changer comme niveau de responsabilité dans la vie. Alors, le fait d'avoir la responsabilité financière d'un enfant, ça peut changer drôlement le rapport entre les études et le travail. Avoir reçu un prêt pour financer ses études, essentiellement, les modalités sont là. Et puis, habiter chez ses parents, qui est aussi une autre manière de voir où on est rendu le jeune dans son intégration dans la vie adulte. OK. Résultat descriptif pour commencer. Bon, ce qu'on voit, c'est que on avait 4149 personnes, lorsqu'on identifie dans les données, qui avaient entrepris des études universitaires. Et on a à peu près le tiers qui, pendant qu'ils étaient observés, ont abandonné leur programme universitaire sans le reprendre dans un délai qui nous permettait de les observer. C'est quand même beaucoup. Et bien sûr, ici, ce n'est pas de l'abandon au 2e et au 3e cycle. Essentiellement, comme il s'agit du premier programme universitaire, c'est de l'abandon au 1er cycle.
Si on regarde maintenant l'intensité ou la fréquence de l'emploi, ben, ce qu'on voit, c'est que la plupart ont eu un emploi à un moment donné, pendant qu'ils étaient aux études. C'était plus fréquent relativement chez les femmes que chez les hommes. Mais dans les deux cas, c'est beaucoup. Les taux d'abandon brut ou les taux de sortie brute par région chez les hommes et chez les femmes, on les présente de cette façon-là par sexe, parce que on avait de bonnes raisons de penser au départ qu'il y avait des différences. On voit bien, il y en a. On voulait regarder la région parce qu'on se doutait qu'il pouvait y avoir quelque chose là. Si on regarde chez les hommes, commençons par les femmes, c'est le plus simple. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences selon les régions. En gros, l'abandon est plus élevé en Colombie-Britannique et moins élevé en Ontario et au Québec. Je ne vais pas rentrer dans des affaires trop techniques, là, mais malgré ces différences-là qui paraissent importantes, elles ne le sont plus et sont donc vraisemblablement expliquées par autre chose dans nos modèles. Lorsqu'on tient compte d'un certain nombre de variables indépendantes qui sont celles qu'on étudie, en gros, les différences disparaissent. Chez les hommes, c'est à peu près la même chose avec deux différences importantes. C'est que les taux d'abandon sont généralement plus élevés quand on le compare à ceux des femmes. Et il y a l'effet prairie qui est en fait, selon toute vraisemblance, l'effet sable bitumineux. Il y a une abondance, on a le même résultat dans une autre étude avec les mêmes données, mais sur quelque chose de tout à fait différent, qui est lié au retour aux études. Vraisemblablement, plutôt en Alberta, le fait qu'il est possible pour les hommes relativement jeunes d'obtenir des emplois très payants dans l'industrie du pétrole sans avoir d'études postsecondaires a pour effet, dans cette étude-ci, de favoriser l'abandon en cours d'études au premier cycle. Apparemment, l'attrait de l'emploi bien payé avec de bonnes possibilités qui se maintiennent dans le temps a l'air d'être une grosse concurrence aux études postsecondaires. Donc ça, c'est encore une fois des résultats bruts plutôt descriptifs. Comment on a procédé? Ce qu'on vous présente, parce qu'en fait c'est un sous-ensemble de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est 3 équations pour chacun. On est intéressé d'abord à voir si les différentes manières de mesurer l'intensité du travail étaient relativement robustes ou pas. On a donc utilisé les 3 manières dont j'ai parlé tout à l'heure. On l'a fait séparément pour les sexes parce qu'on avait de bonnes raisons de le faire. Et on faisait, même si on s'intéresse et on commente les effets des autres variables indépendantes, au départ, là, elles sont plutôt là comme des contrôles que comme des variables d'intérêt. En fait, je vous le dis tout de suite, les effets des 3 manières de mesurer l'intensité de l'emploi sont très similaires, on va le voir tout de suite. Et à part la prochaine diapositive, à part cette diapositive ici, à laquelle je vais revenir un peu plus tard, les effets des autres variables, comme ils sont les mêmes d'une équation à l'autre, on ne les présente que dans le cas d'une seule équation. Autrement, c'est tout à fait redondant. Oui, autre chose qu'on a inclus dans les modèles, même si ça ne présente pas d'intérêt trop en soi, c'est la saisonnalité. L'abandon, le rythme de l'abandon, le calendrier de l'abandon, appelez ça comme vous voulez, est drôlement structuré par le calendrier universitaire. Donc, on le constate beaucoup plus en avril-mai, au moment où se termine normalement le calendrier, ou à la reprise au début de l'automne, et puis à la fin du trimestre d'automne. C'est un résultat tout à fait trivial, sauf que pour nettoyer les effets des autres variables, on a tenu compte de ça dans nos modèles. Bon. Les effets des 2 mesures les plus simples du travail, donc avoir un emploi ou pas, et le nombre d'emplois, c'est-à-dire ne pas en avoir un emploi ou plus d'un emploi,
sont assez similaires. Et en fait, la chose la plus importante, c'est d'avoir un emploi plutôt que de ne pas en avoir. Ça n'a pas beaucoup d'effets, ça n'a pas d'effet significatif chez les femmes, mais c'est un effet tout à fait net chez les hommes. Et c'est celui d'augmenter le risque d'abandon ou d'accélérer l'abandon, ce qui est tout à fait synonyme, d'un gros tiers. Si maintenant on regarde l'effet d'une mesure de l'intensité qui est le nombre d'heures travaillées et les effets des autres variables indépendantes dans l'équation où on utilise cette mesure-là de l'intensité du travail, ben on voit d'abord que l'effet d'accélération du nombre d'heures de travail est encore plus marqué chez les hommes. En gros, ça semble bien que le risque d'abandon augmente avec l'intensité du travail. Cette fois-ci, avec cette mesure-là, on voit un effet chez les femmes, mais qui est d'une nature un peu différente. C'est que lorsqu'il y a peu de travail, comparé à plus, on a ce qu'on appelle un effet de ralentissement. En fait, ralentissement-accélération, c'est véritablement une question d'interprétation, mais ce qu'il faut... oui, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le tableau. La modalité de référence, c'est pas moins de 8 heures. La modalité de référence, c'est absolument 0, ne pas avoir d'emploi. C'est une erreur que j'ai faite hier soir, quand j'ai révisé le tableau pour la dernière fois. Et donc, chez les femmes, ce qu'on voit, en fait, c'est une partie de cet effet en U dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait de travailler un peu, mais pas trop, a un effet plutôt positif sur la persévérance. Catégorie de travailleurs, pas d'effet chez les femmes, mais on voit que le fait d'être employé plutôt que sans emploi ou travailleur autonome a un effet chez les hommes. Les interprétations, c'est plutôt Pierre qui va en parler tout à l'heure, donc moi je passe assez rapidement à travers les effets eux-mêmes. La situation d'emploi, l'emploi permanent a un effet chez les hommes, un effet accélérateur, on n'a pas chez les femmes. Si plutôt que si on remplace simplement les situations d'emploi et le revenu par la combinaison dont je vous ai parlé tout à l'heure, les effets changent un peu. Chez les femmes, on voit apparaître un effet qu'on ne voyait pas autrement, qui est que lorsqu'on a un emploi permanent à revenu élevé, l'abandon devient beaucoup plus probable. Chez les hommes, c'est quelque chose de similaire, mais ça se remarque dès l'emploi permanent à revenu moyen. Là, ici, l'interprétation est assez simple. Lorsqu'on a obtenu un emploi qui a les caractéristiques de ce que généralement on recherche comme emploi, c'est-à-dire un emploi permanent avec un revenu qui n'est pas simplement un revenu de base, là, on a apparemment vraiment de bonnes raisons d'interrompre les études parce qu'on a obtenu ce qui, pour beaucoup de gens, est la principale motivation du fait d'étudier, avoir un emploi de bonne qualité. Le niveau de compétence de l'emploi semble pas pouvoir s'interpréter de la même façon. En gros, ça n'a pas d'effet chez les femmes et chez les hommes, à peu près tous les types d'emplois, sauf les emplois professionnels, accélèrent l'abandon. Ça, celui-là, je ne m'aventurerai pas à l'interpréter parce que il est plus difficile à saisir. Le capital scolaire. Chez les hommes, on ne voit pas d'effet sur l'abandon. Chez les femmes, ce qu'on voit plutôt, c'est que c'est l'effet un peu attendu, c'est-à-dire que le fait d'avoir des parents qui ont eux-mêmes fréquenté l'université protège de l'abandon. Minorité visible, un effet bénéfique chez les hommes, pas d'effet net chez les femmes. La langue maternelle, on voit rien d'absolument clair chez les hommes. Chez les femmes, au contraire, on voit que le français aurait un effet bénéfique et protégerait de l'abandon. Régime d'études, le temps partiel a un effet bénéfique chez les hommes, retard de l'abandon, pas d'effet chez les femmes. Endettement,
Chez les hommes, le fait d'avoir obtenu un prêt depuis 1999, c'est-à-dire depuis que les gens sont observés, semble avoir un effet accélérateur. Chez les femmes, ça ne semble pas avoir d'effet. Moi, je m'intéressais beaucoup au lien entre l'abandon et au marqueur du passage à l'âge adulte, comme le fait de plus vivre chez ses parents. En fait, c'est plutôt ça qui est le marqueur, et le fait d'être parent. Bizarrement, le fait d'être soi-même parent n'a pas d'effet sur l'abandon. Par contre, le fait de ne plus vivre chez ses parents, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, semble être un facteur important pour l'abandon des études. Non, en effet. Oups. Il manque des diapos, hein? On a eu un petit problème ce matin. Et, oups. Oui, alors je ne sais pas ce qui s'est passé là, dans le diapo, là, donc on va le reprendre à partir d'ici. Et on va remonter. Oui, voilà. Donc, si on essaie de résumer rapidement tout ce que je viens de dire, c'est qu'on s'aperçoit que chez les hommes, il y a on a plusieurs on a plusieurs facteurs qui interviennent, on en a moins chez les femmes. En gros, avoir un emploi augmente le risque chez les hommes. Le fait de travailler de nombreuses heures aussi, dépendant de la manière dont on mesure la chose. Être employé plutôt que de ne pas avoir d'emploi, ce qui est un peu équivalent à un effet accélérateur. Le fait d'avoir un emploi de bonne qualité, c'est-à-dire avoir un emploi permanent à revenu moyen ou élevé, favorise l'abandon. Vivre chez ses parents, au contraire, protège. Oui, ben en fait, ne plus vivre chez ses parents. Vivre chez ses parents accélère le risque d'abandon. Oui, désolé, là, je viens de me partager. On va revenir sur ce paradoxe. Appartenir à une minorité visible diminue le risque, étudier à temps partiel diminue le risque, occuper un poste professionnel diminue le risque, occuper des emplois d'une autre nature augmente le risque. Chez les femmes, être salarié, avoir un niveau de revenu élevé augmente le risque d'abandonner, vivre chez ses parents, la même chose. Travailler entre 0 et 8 heures, avoir des parents dont le capital scolaire est élevé, être dans la maternelle française, réduit le risque. Merci beaucoup. On change à nouveau de conférence. Là, il reste en fait trois diapos. Au niveau des constats plus généraux qu'on peut faire, un premier constat, c'est, puis Benoît l'a dit, en fait, c'est qu'on ne sait pas si la sortie sans diplôme est un véritable abandon ou une réorientation tardive. En fait, pour mesurer les gens qui travaillent sur l'abandon scolaire, ce qui est souligné, c'est on peut être sûr que quelqu'un a abandonné l'école, l'université, ou peu importe, ou le système scolaire en général, seulement que quand on repose dans une position verticale, horizontale, je m'excuse, une position horizontale à la fin de sa vie. Donc ça, c'est la définition stricte comme telle. Comme on a procédé seulement que sur 7 ans, il est fort possible qu'un certain nombre de ces gens-là aient pu, par la suite, ont pu retourner aux études dans d'autres programmes. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut rappeler. Le deuxième élément, ça confirme l'importance du travail salarié dans la réalité des jeunes, avec un échantillon, un gros échantillon pan-canadien et représentatif. Et on voit très bien que le cumul est devenu de plus en plus un mode de vie pour les étudiants d'aujourd'hui. Troisième élément, c'est le moment des sorties se colle à la réalité institutionnelle des universités. Trivial, comme on a dit tout à l'heure, mais en même temps, ça permettait de voir qu'effectivement, les données, on pouvait s'asseoir aussi sur les données en disant on est capable de reproduire la réalité telle qu'elle peut se produire dans la vie des étudiants et la vie des institutions. Et
Troisième grand élément, grand constat, c'est les facteurs ont des impacts différents selon les garçons et les filles. On l'a vu, c'est pas du tout les mêmes facteurs qui jouent pour les gars et les filles comme tel. Donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut interpréter, quelles sont les clés qu'on pourrait utiliser pour interpréter ces différents résultats. La première clé tient d'une certaine manière à l'expérience scolaire elle-même. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le fond, il y a des abandons qui se font très rapidement et quand on reprend les travaux sur les transitions scolaires, Pinto et compagnie, on s'aperçoit bien que l'abandon à ce moment-là est le résultat d'un problème d'intégration sociale, intellectuelle ou institutionnelle dans l'expérience scolaire et donc face à une situation où on a perdu en quelque sorte ses repères en termes de métier d'étudiant, on va abandonner rapidement. L'autre élément, c'est que les gens peuvent s'apercevoir qu'ils vivent une désillusion professionnelle, c'est-à-dire que la représentation du métier auquel destine la formation n'a rien à voir avec la perspective que les agents éducatifs présentent de ce même métier et de ce même programme. Pour donner une idée de cette désillusion, dans un tout autre ordre de programme, on voit très bien chez les étudiants de cégep, par exemple, entre autres en informatique, cette désillusion. C'est-à-dire les étudiants de cégep vont en informatique, suivent le cours de technique en informatique pour faire des jeux vidéo. En premier semestre, ils commencent déjà à avoir des cours de programmation. Et laissez-moi vous dire que faire des cours de programmation dans une technique d'informatique, à la fin du semestre, ça ne donne pas un jeu. Et donc, en quelque part, ils vivent une certaine désillusion et là, effectivement, ils se disent on va se réorienter, on va faire d'autres choses. Les autres abandons sont probablement aussi des abandons liés au découragement. Et ça, c'est souvent lié, quand on fait des recherches plus qualitatives, c'est souvent lié au fait que les étudiants sont à temps partiel ou prolongent leurs études. Donc ça peut être une première piste qui est relative à l'expérience scolaire elle-même. La deuxième piste intéressante, c'est dans le fond le mode de vie, puis la question de l'entrée dans la vie adulte. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que plus on est porteur d'attributs associés à l'emploi régulier et à l'appartenance en quelque sorte à la population active, plus le risque d'abandon est élevé. En d'autres mots, plus on ressemble à un travailleur qui étudie plutôt qu'à un étudiant qui travaille, plus le risque d'abandon est élevé. Au moins chez les étudiants dans la vingtaine, là, on s'aperçoit de ce phénomène. Et on voit bien que le fait d'avoir un emploi permanent, un bon salaire, un emploi régulier, finit par rassembler en quelque sorte au statut de travailleur et donc à quelqu'un qui ressemble à un adulte qui travaille ou à un travailleur qui étudie. Cette situation-là prévaut chez les hommes comme chez les femmes, même si les variables, dans le fond, ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes et les femmes pour marquer en quelque sorte ce processus d'entrée dans la vie adulte. Troisième piste, c'est qu'il y a des effets d'ancrage sociaux. Il y a des rapports de genre qui différencient les étudiants. Il y a des effets combinés, genre, classe sociale et appartenance ethnoculturelle qui se jouent. Il y a un rapport à la famille qui joue d'ailleurs dans différents sens. Quand on dit vivre chez ses parents a un effet d'accélération ou le risque d'abandonner, en fait, ce qui arrive, c'est que, comment on peut l'interpréter, c'est que le fait d'habiter chez tes parents, c'est que tu abandonnes, tu réfléchis à ton coût et tu décides de retourner dans un autre programme. Donc, le fait d'avoir tes 3 repas par jour, d'avoir un lit, et donc de ne pas avoir de responsabilité économique directe fait en sorte que ça joue comme une police d'assurance en
en cas de problème scolaire et dans le cas des gens qui veulent, en quelque sorte, réfléchir à une réorientation possible. Par ailleurs, l'effet de capital social, entre autres le fait d'avoir un capital social élevé, éloigne de la sortie ou de l'abandon, entre guillemets, donc des études, pour les filles en particulier, ce qui n'est pas le cas pour les gars. Et l'autre élément, il y a un effet des conditions de vie et de l'endettement, c'est-à-dire que l'endettement intérieur a une influence sur en début de parcours en particulier, et l'endettement, ce qu'on a pu appeler l'endettement actuel, a une influence quand les parcours s'allongent, ce qui rejoint d'ailleurs des travaux qui ont été réalisés sur le rapport à l'endettement et l'abandon ou le fait de quitter les études. Donc, grosso modo, c'est un peu les quatre éléments, en tout cas, qui permettent de produire du sens à un ensemble de résultats et de constats qu'on peut faire qu'on a fait au cours de cette enquête-là. Voilà, et nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup. Oui, je veux juste ajouter une petite chose. Les deux dernières conclusions dont Pierre a parlé sur la variation de l'effet de l'endettement au fil du temps, en fait, ça provient d'une partie des analyses qu'on ne vous a pas présentées, où on étudiait l'évolution des effets de certaines des variables indépendantes au fil du temps. Et là, ça aurait rajouté une demi-heure à la présentation. Mais la conclusion est intéressante quand même. Si vous vous demandez où est-ce que c'était dans une analyse, ça y est pas, c'est dans autre chose, c'est dans le rapport. D'accord. Peut-être ce sont des jeunes qui sont sans intuition. On t'a observé 4 fois, là. Oui. Il n'y a aucune intuition, donc, parce que Ouais, vous avez commencé à 18 ans, puis vous vous rendez jusqu'à 24 ou 26. Oui, mais c'est là. Mais ça, l'égette est fait pour ça. C'est-à-dire que. Non, il y aurait eu deux manières de travailler. La manière qu'on a utilisée, c'est celle qui est recommandée par Statistique Canada. C'est-à-dire que l'attrition, ce problème-là, se règle par post-stratification. C'est traité comme une forme de non-réponse complète. Les poids sont ajustés pour qu'on puisse, les poids longitudinaux qui vont jusqu'au cycle 4, permettent d'utiliser les gens qui sont observés jusqu'au 4e cycle, d'une manière qui permet de faire des estimations sans lien à la population dont ils ont été échantillonnés au début. Non, je m'étonnais tout simplement parce que je me demandais qui vous aviez, parce que Rossfini, je ne sais pas si vous connaissez le travaux de Rossfini, qui examine la dynamique de durée des études, de changement de programme et d'abandon. Il prend au Québec, il n'y a pas dedans en général de ces choses, parce que le Québec est plus compliqué. C'est plus compliqué. La taille d'échantillon est beaucoup plus grosse que ça. Je comprends pourquoi vous avez dit un gros échantillon. Les travaux de Rossfini, il ne regarde pas le travail, là, mais il regarde la dynamique de progression pour des gens qui se sont inscrits il fait d'ailleurs septembre, il ne regarde pas l'entrée ailleurs. Là. Je prends juste des gens qui sont entrés en septembre, je regarde ce qui se passe dans le temps sur la dynamique de diplomation, université diplomation, le changement d'études, et puis de vraiment abandon après. Il reprend la question telle qu'elle est présentée dans l'enquête. Oui, mais il y a des échantillons beaucoup plus hauts. Oui. Vous avez, je comprends pourquoi. Il faut savoir exactement à quelle étude tu fais allusion. S'il a utilisé la cohorte A. Non, la B. Il utilise la B. Il utilise la B. La B. On a véritablement cherché les jeunes qui s'étaient inscrits dans un programme universitaire. Et la taille qu'on a obtenue, c'était ça. Moi, j'aurais sorti le Québec, non pas parce que le Québec n'est pas intéressant, au contraire, mais disons, dans les autres provinces, le diplôme universitaire, c'est 4 ans. La perspective d'obtenir son diplôme universitaire, c'est 4 ans, alors qu'au Québec, c'est 3 ans. Donc, c'est pas ça, en général, que les Canadiens anglais, ils ont des rappels, ils n'aiment pas travailler le Québec. Ils sortent le Québec. Non, mais il y a le cégep, ils sortent le cégep, en tout cas. Oui, non, mais c'est le problème. C'est que quand on sort du secondaire, au Québec, ça prend 5 ans avant d'avoir un bac. Dans le reste du Canada, ça prend 4 ans.
Ça prend 5 ans parce qu'il faut faire les 2 années de cégep général. Si tu veux les comparer à partir du moment où ils sortent du Non, mais secondaire. si on veut regarder la dynamique à partir de la première entrée à l'université, indépendamment du sujet, Oui. vous êtes à demi, vous commencez, ça vous prend combien de temps? Non, c'est pas ça, c'était juste pour savoir. Mais j'avais d'autres. Mais la différence de taille d'échantillon, c'est probablement qu'il a décidé de traiter l'attrition d'une autre manière. Il est peut-être meilleur que les gens SLAT4. Je me souviens pas ce qu'il fait. Puis, il n'y a pas de différence très marquée entre les grandes régions. L'Ontario performe pas mal bien en tout cas ce qui concerne l'éducation. Mais j'avais un autre machin qui était plus sur l'interprétation. Le travail salarié, dans le fond, il y a des heures rapportées, il y a des emplois. Mais on ne connaît pas l'intensité, la vraie intensité sur les 24 mois d'observation où ils sont suivis du travail. On ne connaît pas ça. En général, si vous travaillez, vous avez travaillé combien d'heures par semaine? 2 heures, 5 heures, 10 heures. C'est pas vraiment l'intensité. C'est par emploi. C'est pas l'intensité sur disons, la durée d'observation, c'est 24 mois. Là. Vous avez un emploi, oui ou non, chaque mois, ou non. Mais on ne sait pas vraiment combien d'heures travailler à chaque mois. On ne sait pas vraiment. Ce qu'on a comme On ne sait pas vraiment ça. On ne l'a pas d'une manière parfaite. Ce qu'on a, c'est la date de début et de fin de chaque emploi. Et on a, et on sait, et donc on sait si à chaque mois, cet emploi-là existe. Par ailleurs, on a 2 mesures au début et à la fin de chaque emploi du nombre d'heures habituelles dans cet emploi. Alors, quand les 2 sont la même, ça va bien. On sait que cet emploi-là ajoute tant d'heures de travail par semaine tout le temps où il existe. Quand on a début et fin, on a travaillé en gros avec la moyenne. Si on a 2 mesures différentes. Il est imputé sur l'ensemble de la durée de l'emploi. Et quand il y a plus qu'un emploi, ben là, on additionne. Alors, tel emploi, c'est 5 heures semaine, tel autre, c'est 8, ben là, ça va faire 13. Pendant le temps où il y a ces 2 emplois-là, mais ça peut varier d'un mois à l'autre. Il y avait une chose, on n'y échappe pas, là, le capital scolaire. En réalité, avec l'accord B, tout est auto-rapporté par les jeunes. Donc, l'éducation des parents, c'est moins clair. Et ça a une certaine importance, parce que si vous travaillez avec la cohorta, je travaille avec la cohorta, et si vous travaillez avec la neige, il y a une question, il y a des informations sur les aspirations des parents, les expectations. Et pour la cohorta dans les jets, et pour les neiges, ce qui est intéressant à la neige, c'est que vous l'avez au moins presque 4 fois. Et évidemment, les aspirations changent un petit peu des parents au fil, ou à mesure que les enfants vieillissent, ils ne pensent pas tous que leurs enfants vont faire un PhD. Ils sont plus réalistes, mais c'est comme un signal, en quelque sorte, aussi de l'appui ou de la valeur accordée à l'éducation. Et quand vous regardez ça, Québec reste du Canada, le Québec est en bas de tout le monde. Et quand vous utilisez ça, les aspirations, on se rend compte que ce qu'on appelle le gradient classique, éducation des parents, revenu des parents, est complètement annulé dans le cas des filles, plus l'aspiration est importante. Donc, quand les aspirations sont importantes, ça enlève complètement le gradient éducation des parents et revenu des parents. C'est moins fort dans le cas des garçons, mais c'est une variable extrêmement importante un peu de motivation, j'imagine, ou de support, ou de valeur accordée à l'éducation. Malheureusement, à l'accord B, il n'y a rien de ça, parce que tout vient de gens. J'ai une dernière chose. Donc, vous avez tendance, je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est un peu dans ce sens-là que je l'ai pris qualitativement, de rapporter de façon négative l'abandon des études. Il y a une autre façon d'interpréter ça de façon beaucoup plus positive. Les abandons peuvent avoir un aspect positif. C'est-à-dire, dans le fond, on ne mesure pas le biais d'habilité ou des motivations innées ou des préférences des jeunes quand ils entreprennent un projet d'investissement. Et ça a une importance actuellement dans la discussion parce que si vous mettez les frais de scolarité à 0, vous allez avoir une augmentation de gens qui vont à l'université, puis ils vont traîner, puis ils vont abandonner. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas les habiletés, les aptitudes, ou c'est pas ça qu'ils pensaient.
Fait comme tu l'as dit, c'est pas ça. Ah, je veux faire de l'informatique, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué que ça, aussi difficile que ça. Et d'une certaine façon, le fait aussi d'avoir une année d'études, bon, on peut le détendre au collège, d'avoir une année d'études, 2 années d'études seulement, il y a une explication qui est moins à mode maintenant dans le modèle de capital humain, d'investissement en capital humain, qui est plus une année d'études supplémentaires, ou un morceau de diplôme, ou une qualification, ou une compétence. Il y a un effet de signal. On signale qu'on a des habiletés pour distinguer des autres. Si vous prenez le rendement d'éducation avec les données du recensement, vous pouvez faire des trucs extrêmement faits. Disons, vous avez, vraiment, ça qualifie les garçons beaucoup, ça. Les diplômes professionnels et les diplômes d'apprentis, où les garçons, vous pouvez aller en Alberta, c'est plus ça, en Alberta, c'est ça qui marche. c'est ça qui marche beaucoup plus. Et où vous n'avez pas de secondaire, vous pouvez toujours vous débrouiller très bien. Ok, j'arrête. C'était non, mais le truc, vous avez un rendement, même une année de collège sans diplôme, une 2e année, on peut faire ça en ensemble. On peut se rendre jusqu'à 4 années d'études collégiales, puis vous voyez qu'il y a une gradation par année, une année d'université, un peu d'université, un peu de post-universitaire, mais sans diplôme. Vous avez un classement qui est très clair. Il y a un effet de signal, il y a un effet de signalement de ses compétences, même si on n'est pas allé jusqu'au bout de ses diplômes. Est-ce que vous voulez commenter? Oui, rapidement. Non, mais rapidement, en tout cas sur la question des aspirations, là, dans d'autres travaux qu'on a faits, où on distinguait l'accès à l'université et l'accès à la formation technique, on voyait très bien que dans le cas de l'accès à l'université, la question des aspirations, les aspirations des jeunes, parce que les aspirations des parents est pris une fois, en 99. Après, c'est l'aspiration des jeunes. Et c'est, dans certains cas, une année, c'est l'aspiration idéale, dans d'autres années, c'est des aspirations réelles. Dans l'année, je l'avais 4 fois. Hein? Dans l'année, je l'avais 4 fois. Oui, mais c'est le premier cycle, c'est pas la même aspiration que les autres cycles. J'ai un étudiant qui est en train de faire sa thèse là-dessus. L'effet des aspirations gomme l'effet de capital social dans le cas de l'université, le capital culturel ou le capital scolaire des parents, mais il ne l'enlève pas. Tandis que chez les jeunes Québécois qui sont allés en enseignement technique, le capital social, le capital scolaire des parents ne joue plus. Effectivement, quand on introduit les aspirations, en quelque part, effectivement, il y a une transposition du capital scolaire en aspiration dans le jeu des relations sociales familiales. Mais à l'université, les aspects de revenus, les aspects de capital scolaire, les aspects d'aspiration sont des éléments qui continuent à jouer de façon significative. Juste là-dessus, moi, je n'ai pas travaillé sur les aspirations, mais si je comprends bien ce que tu expliques, il y a une question à poser. Est-ce que les aspirations des parents varient en fonction de leur propre éducation? On peut varier, oui. Parce que si c'est relié... On peut, dans un papier très, très technique là, fait par des gens de UBC... Est-ce qu'il montre qu'il y a un lien entre les aspirations et l'étude? Autrement dit, est-ce que plus les parents ont eux-mêmes de l'éducation avancée, ils souhaitent de l'éducation avancée pour leurs parents, pour leurs enfants? Bon, alors, si c'est comme ça, ce que tu es en train de dire, c'est que les aspirations des parents sont une variable intermédiaire entre leur propre niveau d'éducation et ce qui va se passer par la suite. Et donc, tout simplement, les aspirations sont un rouage dans la mécanique de la transmission intergénérationnelle du niveau d'éducation. Les jeunes dont les parents sont plus scolarisés, mais qui ont des aspirations élevées, c'est un peu ce qui se passe quand tous les travaux avec les jeunes qui regardent les minorités ethniques ou les jeunes de première génération. C'est clair qu'il y a une question d'aspiration. Les parents sont beaucoup moins scolarisés ou plus scolarisés. Et les jeunes, il y a une question d'aspiration, de motivation, d'un parent qui vient du milieu familial. C'est ça, donc c'est un rouage dans le mécanisme de la transmission transgénérationnelle. Ça a beaucoup de sens. Bien sûr. Mais on peut essayer de... En fait, on peut voir s'il y a des facteurs qui brisent le gradient traditionnel de revenu d'éducation des parents. Est-ce qu'il y a... On est
Question. Je m'interroge un petit peu sur la variable minorité visée. Aux États-Unis, on va plus loin dans les distinctions. On sait par exemple que les étudiants d'origine asiatique persévèrent plus, ont de meilleurs résultats que des étudiants latinos. Je ne sais pas si le GEP permettait de regarder ce type de choses-là, par exemple, via la langue maternelle, comparer par les langues asiatiques versus l'espagnol, le portugais. Je pense qu'il y avait des possibilités de ce côté-là. Les travaux de Rosfini, il y a 2 ou 3 papiers sur ça. Rosfini, l'Université d'Ottawa, il y a des papiers sur ça, avec les gens. Mais notre but n'était... On ne se concentrait pas là-dessus, et donc on n'a pas travaillé finement. C'est la seule réponse qu'on peut donner. Par ailleurs, on a, dans d'autres papiers qu'on a faits, on le regarde avec un peu plus de précision. Mais dans ce cas-ci, c'était pas ça l'objet. C'est-à-dire que ce qu'on sait, puis d'ailleurs, ce que ça montre, grosso modo, l'effet de partenaire et de minorité visible montre très bien que dans ce cas-là, ces gens-là sont souvent des gens qui sont dans une situation que j'appellerais de mobilisation scolaire. Et effectivement, c'est un effet qui est de retardement, ou en tout cas un effet de ralentissement du risque de quitter. Par ailleurs, nous, pour le moment, c'est ça qu'on a essayé de dire, nous, le fait de quitter n'a pas nécessairement aucune valeur symbolique, dans la mesure où on sait très bien que dans certains cas, ça peut être de la réorientation professionnelle, puis que dans d'autres cas, ça va être de l'abandon scolaire pur et simple. Mais on n'est pas capable de le dire. Donc, on dit, voici un phénomène, est-ce que on peut regarder l'effet du travail salarié en contrôlant toute une série d'autres éléments sur le fait de quitter le programme. Quitter le programme, ça ne veut pas dire nécessairement quitter l'université. Une autre manière de répondre à la question, c'est que si on avait voulu travailler sérieusement, si ça avait été important, les différences entre origines socio-culturelles, il aurait véritablement fallu faire des études séparées pour les groupes dont on suppose qu'ils investissent plus dans les études de leurs enfants et les groupes dont on suppose a priori qu'ils investissent moins. Parce que si on se rappelle, notre but c'était l'effet du travail salarié sur la persévérance, ça revient à ça. C'est évident que le rôle du travail ou l'intensité du travail aurait varié selon ces groupes-là. Ça aurait été des analyses complètement différentes. Mais quand on pose des questions de ce genre-là, immédiatement, là, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire avec un modèle statistique sur une question donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au SIX, il y a des départs. Non, il n'y a pas de questions au SIX? Non? OK. Oui, j'aurais. Voilà. Oui, vous en avez une? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Marc-André Gauthier de l'Institut de la statistique du Québec. J'aurais quelques petites questions rapides. En 2011, vous avez publié un article, M. Doré, M. Laplante, sur le même sujet et vous avez plus insisté sur la question du seuil critique à ne pas franchir pour ne pas sombrer dans l'abandon scolaire. Alors, j'ai été un peu étonné que vous n'en ayez pas traité dans le cadre de la présente conférence. C'était peut-être pas votre but. Alors, et je m'interrogeais, est-ce que la question du fait que vous n'étiez pas capable d'évaluer avec précision... Est-ce que la question du fait que vous n'étiez pas capable d'évaluer avec précision le nombre d'heures travaillées habituellement par les étudiants vous a conduit à reconsidérer le seuil du 25 heures et plus de travail que vous avez émis comme conclusion, comme seuil critique à ne pas franchir en 2011. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ensuite, plus particulièrement, j'aimerais savoir, sur la question des taux d'emploi, vous avez discuté de taux d'emploi variant autour de 70% et d'un taux d'activité de 80% aussi. C'était dans les graphiques que vous avez présentés en début de conférence, M. Doré. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'était vos estimations produites à partir... Ça, c'est des données qu'on a prises là,
dans des papiers ou des articles qui existaient par ailleurs. C'est pas nos estimations à partir de l'enquête qu'on a utilisée. C'est juste pour illustrer, et l'objectif, c'est d'illustrer la variabilité selon les sociétés de l'importance du taux d'emploi chez les étudiants. Oui, non, mais c'était juste avoir vos... Non, mais c'est qu'il y a 3 mesures différentes, là. Il y en a deux qui sont extraites de travaux qui sont faits par d'autres chercheurs et qu'on a présentés ici pour illustrer la problématique. Des taux d'activité chez les jeunes au fil du temps dans des sociétés au Québec et en France par classe d'âge. Ça, c'est une chose. Et on a les chiffres qui sont à l'écran. Ça, ici, c'est un travail qui vient de chez vous. C'est moi. Qui est tout récent. C'est qui l'a fait. D'accord. Donc, je ne vous expliquerai pas ce que c'est, vous le savez mieux que moi. Oui, oui. Et l'autre chiffre qu'on a un peu plus loin, qui est ici, ça c'est véritablement à partir de des données de l'égette. Et c'est donc le sous-ensemble d'un échantillon de l'égette de gens qui ont été inscrits à l'université pendant la période d'observation et qui ont travaillé au moins pendant un mois. Ça leur est arrivé d'avoir un emploi pendant leurs études, pendant les périodes où ils ont été observés. Alors donc, c'est des choses véritablement différentes et ça explique pourquoi les chiffres ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, ces chiffres-là... Oui. Je voulais juste savoir la source des premiers tableaux, le premier graphique taux d'activité, c'était quelle enquête? Québec-France. Québec-France, C'est moi qui l'ai ajouté hier. non, on l'avait, mais je m'en souviens plus. OK. Non, dans la note 7 de transition, là, la référence est présente. C'est un tableau qu'on avait à un moment donné rajouté, mais quand on a... Ça ressemble à l'EPA. Ouais, c'est... mais je me souviens plus, là. Je t'avoue que... Hier, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, merde, c'est quoi la référence? Puis le téléphone a sonné. Puis... Okay. J'avais juste le taux que nous, on obtient, le 65-72, c'est le taux qui est grosso modo obtenu dans les enquêtes auprès d'étudiants. Grosso modo, aujourd'hui, dans les cégeps et dans les universités, on dit que 2/3 des étudiants ont un emploi à temps partiel, au moins à temps partiel, durant les études. Et donc ça, c'était... On était dans un univers, ce qui n'est pas nécessairement le cas quand on utilise l'enquête sur la population active, là, selon votre article. Donc, mais, grosso modo, dans un univers là, où, à type d'enquête donnée, on a à peu près le même type de résultat. Okay. Si je comprends bien, tu es également en visioconférence avec l'Université Laval, même si on ne voyait pas au début sur l'écran. On a une question ici, Nicolas. Oui, une question toute simple dont je devrais connaître la réponse, mais je ne la connais pas. Comment expliquer les différences dans les facteurs explicatifs entre les sexes? Je pose question simple. On les connaît, ces questions simples. Pourquoi avoir décidé de faire des équations séparées, puis 2, ben, comment les expliquer ces différences-là? Parce que ça semblait une évidence pour vous de faire des équations séparées, mais Là, le type d'emploi que les hommes et les femmes occupent sont souvent un peu différents. Le rapport à la scolarité des filles puis des gars est pas le même. Et donc, au départ, on s'était dit, on a des éléments de vraisemblance qui permettent de dire on peut distinguer les deux. Maintenant, sur la question de... en plus, quand on regarde les taux de sortie brute, on voit bien que ça confirme la pertinence que c'est pas du tout la même chose. Et là, moi je serais porté, la première chose que je verrais, je serais porté à insister sur l'expérience scolaire, les différentes expériences scolaires et la signification que les études ont par rapport au sexe, là, par rapport au genre. Et possiblement, dans certains cas, au fait que
il y a toute une série d'emplois chez les filles dont on ne retrouve pas d'équivalent, par exemple, dans d'autres niveaux de formation. Physiothérapeute, toutes les professions de la santé, toutes les professions paramédicales, c'est uniquement universitaire ou à peu près. Je serais porté à penser qu'il y a quelque chose dans les représentations de l'expérience scolaire des gars et des filles. Habituellement, l'autre explication aussi, c'est le fait que les filles, par rapport à la scolarité universitaire, les filles depuis 30 ans ou 40 ans vivent dans une situation de mobilisation scolaire importante. Et, d'ailleurs pour toutes sortes de raisons, mais donc la principale, la révolution féministe et féminine. Et je pense qu'en quelque part, ils sont portés par ça aussi. Et donc, cette espèce de mouvement-là fait en sorte qu'elles vont poursuivre de façon plus systématique. Ce que j'ai appris à travers les Pierre, c'est que le concept de mobilisation scolaire est extrêmement important. En fait, tu ne le définis jamais parce que je pense que pour toi, c'est évident que l'univers dans lequel tu vis, c'est une tarte à la crème. C'est un truc vraiment connu. Mais ce que ça signifie, c'est qu'à certains moments donnés, il existe à l'intérieur des sociétés des groupes pour qui l'éducation des enfants, l'investissement scolaire est une chose importante. Ça explique la reproduction sociale. Les groupes qui sont déjà en haut, généralement pour eux, c'est important. Ça explique cette différence entre groupes socioculturels. C'est une manière de rendre compte des différences entre groupes socioculturels. C'est toujours cette image des immigrants chinois pour qui, même lorsque les parents ont peu d'éducation, l'éducation des enfants est importante. Là, ce que je veux dire, c'est que chez les femmes, depuis 30 ans, ça marche, ça fonctionne comme ça. Il y a un mécanisme social qui fait que les femmes investissent dans les mères ont donné à leurs filles d'étudier. Non, mais et d'une part, puis d'autre part, il y a plusieurs hypothèses. L'autre hypothèse, c'est aussi le fait que classiquement, par la socialisation différenciée des hommes et des femmes, sont de meilleures étudiantes que les gars. Ont les dispositions du métier d'étudiant en qualité supérieure et donc elles réussissent mieux, même si elles sont plus angoissées au niveau des études. Bon, il est presque 2 heures, on va prendre une dernière question. Patrick? Est-ce que vous avez des informations sur les résultats scolaires avant d'entrer à l'université? Non. Non. À la cohorte A, oui, mais pas. Est-ce que vous saviez s'ils étaient inscrits dans notre programme contingenté? Non, on ne connaît pas. Non, parce que ça, là, tu rentres dans quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire de demander à plus d'une centaine d'universités au Canada de nous donner leur liste de programmes contingentés. Et là, il faut faire la distinction entre les programmes contingentés, les programmes contingentés qui n'atteignent jamais leur contingent et donc qui prennent n'importe qui, les programmes non contingentés. Donc, écoute, nous, c'est une des questions qu'on se pose depuis quelques temps. On veut le travailler à travers des données québécoises, entre des cheminements scolaires, des données administratives du ministère de l'Éducation. Et déjà, c'est assez compliqué d'avoir l'ensemble, la liste des programmes contingentés des 18 ou 17 ou 18 établissements scolaires du Québec. OK, bah écoutez, là c'est vraiment passé 2 heures, on va s'arrêter, donc on va remercier nos conférenciers qu'on applaudit très fort. Vous pouvez continuer de manière informelle. Merci.